dear. Valid people. Merci à vous d'être là. Alors, je pense que vous ne connaissez pas, donc, enfin, en tout cas, vous que je vois pour la première fois. Donc, on va se présenter rapidement. Moi, je m'appelle Camille Carneguez et avec Damien derrière là, qui fait un coucou, voilà. On a créé l'association Dear Valid People, donc qui est une association qui a une année d'existence. Dans le but de parler et d'échanger autour des thématiques liées au handicap au sens large. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger dans le cadre de conférences, cafés-débats et même à l'avenir de cercles de parole autour de cette question. Et ces conférences et cafés-débats, ils sont enregistrés et disponibles ensuite en podcast, donc sur une radio locale, sur les plateformes d'écoute et sur YouTube également. L'idée, le podcast est né avant l'association en 2019. Donc, il y a déjà pas mal d'épisodes qui ont été traités sur différents sujets, différentes thématiques. Et là, c'est la 100e. Voilà, donc incroyable. Merci, bon anniversaire. Ouais, quand même, hein. Donc en fait là dans l'idée les micros ne servent à rien pour vous, on est d'accord, vous m'entendez sans les micros, mais c'est vraiment pour l'enregistrement du coup du podcast à venir qu'on pourra réécouter par la suite. Donc mes invitées, elles vont faire pareil, elles vont parler dans le micro. Et je vous invite également, si vous avez des questions durant, à lever la main et on va vous faire passer le micro aussi. Ça sera du coup sûrement celui-là qui va essayer de se tendre au maximum. Mais voilà. On est là tous les deuxièmes mardis du mois, donc une fois au Carrousel et une autre fois à la Gazette Café, juste à côté de la gare. Pareil, sur le créneau 18-19h30 et sur différents sujets. Voilà, de manière un peu générale. Donc aujourd'hui, on va parler de douleurs chroniques, de maladies chroniques. Et c'est un sujet qui, évidemment, nous tient à cœur comme plein d'autres sujets, mais souvent parce qu'il est un peu maltraité ou méconnu ou traité de manière assez sommaire, comme finalement beaucoup dans le handicap au sens large. Mais voilà, pour moi, c'était important d'avoir des invités évidemment concernés par la question et puis des invités avec des parcours différents. Elles vont vous expliquer ça. Donc, mesdames, merci infiniment d'être là ce soir. Merci à vous. Est-ce que je peux laisser vous présenter à tour de rôle, vous nous dites ce que vous avez envie de nous dire. Donc Cathy, peut-être toi, si tu as le micro d'abord. Alors bonsoir, moi je suis Cathy, j'ai 57 ans. Je suis maman, grand-mère aussi déjà, ce qui est merveilleux. Merci. Et je souffre de différentes pathologies qui entraînent des douleurs chroniques compliquées. Et voilà, ce soir, je suis là à l'invitation de Camille pour pouvoir enfin dire. C'est important de mettre les mots sur nos mots, justement. Puis il paraît que dire, c'est être. Alors, donc je vais vous dire plein de choses ce soir. Enfin, j'espère que je ne serai pas trop bavarde quand même, parce que je suis super bavarde. Donc bonsoir, je m'appelle Fanny, j'ai 48 ans. Je suis maman aussi, mais pas grand-mère encore. Hein. Voilà. Donc moi, je viens de découvrir que j'ai une fibromyalgie. Voilà, qui est donc une maladie avec des douleurs chroniques qui sont très intenses et qui, voilà, on va vous expliquer un peu nos parcours au fur et à mesure, mais voilà. Ok, merci. Peut-être si tu es ok, tu peux continuer justement en expliquant ce parcours et là notamment le diagnostic. Tu nous as dit que c'était assez récent. Est-ce que tu peux un petit peu préciser ça ?
oui. Donc, en fait, j'ai commencé à avoir des petites douleurs il y a à peu près une dizaine d'années au niveau des jambes, où je pensais que ça pouvait être hernie discale ou sciatique. J'ai fait quelques examens, c'était pas ça. Et puis les douleurs ont continué en se déplaçant, voilà. Et on a commencé à chercher. Et en fait, j'ai porté des chaussettes de contention. Et c'est ce qui a déclenché mes douleurs. Et à partir de là, donc, j'ai été en arrêt pendant 1 an et demi. Et on a cherché. Alors, au début, c'était plus une maladie au niveau des muscles, qui n'était pas très marrante d'ailleurs. Et finalement, à force de faire toutes les radios, parce que le problème de la fibromyalgie, c'est qu'on ne peut pas la découvrir avec une maladie ou un examen, parce qu'il n'y a rien. Donc, au fur et à mesure, on élimine. Et puis, finalement, en allant au centre antidouleur, j'ai découvert que c'était plutôt ça. Et en faisant des tests, effectivement, ça c'est le diagnostic. Donc, et ces douleurs, en fait, ne m'ont pas quittée depuis 1 an et demi. Donc, c'est 24 heures sur 24. C'est surtout au niveau des jambes, des chevilles et des pieds, maintenant des avant-bras et des mains. Donc, c'est assez handicapant. Donc, j'ai dû en plus être licenciée pour inaptitude parce que j'étais assistante dentaire en orthodontie et que le travail ne peut pas... les deux ne sont pas compatibles. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est là... accepter déjà la maladie, qui est quand même un gros changement de vie. Et ensuite, voilà, trouver ce que je vais pouvoir faire de mon avenir, parce que pour l'instant, j'ai des traitements, mais c'est pas encore super efficace. Donc, c'est très, très handicapant tous les jours. Et c'est vrai que ma vie s'est un peu arrêtée il y a 1 an et demi. Donc, j'essaye de reprendre, mais voilà, c'est pas tous les jours facile. On va en reparler évidemment. Oui. C'est intéressant pour moi, pour nous, d'avoir aussi des invités où le rapport à la maladie, au handicap est récent et précoce. Parce que en fait aussi, souvent, je tiens à préciser, à faire un mea culpa, entre guillemets, c'est que les invités qu'on a, ils ont toujours un rapport au handicap hyper léger, hyper accepté, hyper accueilli, qu'importe le type de handicap. Et en fait, je tiens juste à rappeler que voilà, on est dans des phases de vie et des contextes de vie qui diffèrent. Et il y a aussi une partie des invités qui disent « mais si tu m'avais interviewé 2, 10, 20 ans plus tôt, j'aurais absolument pas eu la même approche et les mêmes propos ». Donc évidemment, ça, c'est en prendre en compte le contexte dans lequel on est. Donc merci encore une fois à toi d'être là et de bien vouloir témoigner. Cathy, toi? Alors moi, c'est différent de Fanny, puisque moi, je suis née avec un spina bifida, mais j'ai cette chance inouïe d'être sur mes jambes, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais mon spina bifida est accompagné d'une malformation de la colonne vertébrale et du bassin. Donc là, ça a été un constat qu'on a fait assez tard, puisque c'est au moment de mon accouchement, en fait, qu'on s'en est rendu compte. Excusez-moi, mais je vois des gens qui... Attendez, est-ce que... Je vais finir d'expliquer. Et comme ça, on vous donne le micro après, vous savez, pour l'enregistrement. Voilà. Termine, Cathy. Puisque moi, j'ai aussi, en fait, de la polyarthrite évolutive. Ça veut dire que mes os, en fait, là, petit à petit, ils sont tous en train de se coller. Donc, je suis suivie en neurologie, puisque j'ai une atteinte neurologique et que je suis en train de perdre des membres de mon corps qui, petit à petit, vont se paralyser. Ça, j'en suis consciente. Et là-dessus, j'ai aussi une fibromyalgie. Moi, la douleur, elle est constante chez moi depuis des années, mais je fais partie de cette génération de femmes à qui on a dit que j'en avais plein le dos, par exemple, que j'étais beaucoup trop stressée, autre exemple, et donc on m'a beaucoup médicamentée.
J'ai eu beaucoup trop d'infiltrations, puisque j'en ai eu à peu près 48 infiltrations, ce qui est un vrai scandale, puisque en plus j'ai une décalcification osseuse maintenant grâce à ces infiltrations. À force de gober des médicaments, j'ai développé le syndrome du côlon irritable. Donc je suis au régime en permanence aussi. Et moi, le diagnostic est arrivé très tard, même si j'avais un suivi. Et ça a été dur pour moi d'accepter ça. C'est-à-dire que d'avoir fait tout ce parcours en disant que j'avais mal, que j'avais des douleurs, j'ai des malformations dans les genoux, les hanches, les épaules. Et on me disait que j'étais trop stressée. On m'a dit de porter mon sac à main du bras droit au lieu du bras gauche. Et je vous promets que c'est vrai. Donc moi, c'est aussi de ça que j'ai envie de témoigner, de toutes ces générations, en particulier de femmes, où on nous a dit qu'on était juste, en fait, trop nerveuse, trop ci, trop ça, alors que nos douleurs sont réelles. Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est de faire entendre ça. Voilà, on sait que les médicaments sont encore étudiés sur les hommes plus que sur les femmes, donc notre médicamentation est assez hasardeuse encore. Voilà, bon, moi je pourrais vous parler très très longtemps, donc je me tais. Non, on est là pour ça, vous avez une question ou on continue? Ah, alors, la définition c'est quoi une fibromyalgie? Merci pour la question. En tout cas, pour toi, c'est quoi aussi? Parce que j'imagine que c'est variable en fonction d'une personne à une autre. Oui, alors c'est vrai que c'est variable, les douleurs sont variables d'une personne à l'autre. Donc, fibromyalgie, donc moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est souvent sur un certain type de personnes. C'est-à-dire, alors c'est souvent des femmes. En fait, on perçoit pas les choses comme tout le monde et on est hypersensible, hyperactif aussi en général. Donc toujours à courir partout, très sociable. Et en fait, on veut toujours assez maniaque et on veut toujours que tout soit parfait, que tout soit voilà. Et dès que quelque chose ne se passe pas comme on veut, ça nous laisse, ce qu'on m'a expliqué, un peu comme des cicatrices. Et du coup, surtout, enfin à peu près vers la quarantaine, ces cicatrices ressortent par des douleurs, ce qui fait qu'en fait notre corps s'oppose à notre esprit. Donc on est affaibli par ces douleurs parce qu'en plus il y a une grande fatigue aussi. Donc voilà, tout le temps fatigué, les douleurs en permanence. Donc c'est voilà ça et je sais plus, j'ai perdu le fil. Écoute, c'est pas grave, je vais rebondir. Alors moi, la fibromyalgie, moi c'est plus que comme je souffre depuis tellement d'années, que mon cerveau ne trie plus les douleurs. C'est-à-dire qu'on m'a fait des tests sur la douleur où j'aurais dû hurler de douleur et je continuais à discuter comme je suis en train de vous parler. Donc le neurologue me dit là, il y a vraiment un truc qui ne va pas du tout. Et à côté de ça, peut-être que des fois, j'ai peut-être des douleurs fantômes aussi. Ça, je n'en sais rien, je n'en suis pas consciente. Mais à force d'être dans la douleur, ma réception de la douleur est montée beaucoup trop haut. Et j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à dire ouais, en fait, comme j'ai mal tous les jours, alors je reconnais quand j'ai des crises plus fortes, mais moi, c'est la douleur qui a entraîné en fait la fibromyalgie qui fait cet état douloureux sans que mon cerveau perçoive tout le temps exactement sa puissance ou pas, où il est, où c'est placé dans mon corps. Voilà. De quelle douleur on parle? C'est quoi les douleurs? Vous m'avez notamment donné des images assez parlantes là quand on a préparé la conférence. Est-ce que vous pouvez nous les redonner? Alors, fourmillement, picotement, sensation de brûlure, perte de sensibilité, sensation d'écrasement. Moi, j'ai l'impression, en fait, en permanence, d'avoir un étau autour de la cheville et du mollet et que ça se serre comme ça de plus en plus, jusqu'à... comme si, voilà, on voulait m'écraser la cheville. Donc, c'est très, très, très douloureux. Et surtout, oui, la fatigue aussi.
Et toi, c'est vraiment constant. Enfin, c'est ce que tu disais que c'était quand même. 24 heures sur 24. Voilà, jour et Depuis nuit. 1 an et demi, 24 heures sur 24. Voilà, on va parler après de comment elle varie, on va dire, peut-être d'une journée à une autre en fonction aussi des activités, des choses aussi que tu peux prendre ou quoi pour pallier. Je ne peux même pas dire pallier, mais en tout cas alléger, j'allais dire même pas, mais enfin vivre avec. Mais toi, Cathy, c'est un peu différent. C'est pas, du moins, c'est pas permanent. T'as pas cette sensation de permanence jour et nuit. Alors, moi, j'ai une douleur chronique puisque je vis avec une sciatique permanente, par exemple, et qui passera jamais. Mais moi, j'ai des poussées inflammatoires. Et quand je suis en poussée inflammatoire, ça va jusqu'au vomissement de douleur. C'est-à-dire que je ne tiens pas debout, je suis prisonnière de... Moi, c'est tout le côté gauche qui est atteint. Donc, je suis prisonnière voilà, ça commence par là et ça descend jusqu'en bas. Et c'est les poussées inflammatoires, parce que la douleur chronique, je pense que je m'y suis, hélas, largement habituée. Et, excusez-moi de vous couper, mais ce genre de maladie, est-ce que c'est de naissance ou est-ce que ça s'attrape en mangeant quelque chose? Attends, je répète juste pour le micro. La question de l'origine de la maladie, est-ce que c'est de naissance ou est-ce que ça s'attrape au cours de la vie? Même si vous y avez un petit peu répondu d'une manière. Mais... moi, c'est d'être née de toute façon avec le spina bifida et les malformations, en fait. Certainement qui ont déclenché assez vite des douleurs, parce que quand j'étais petite, j'étais déjà chez le kiné, mais on ne savait pas ce que j'avais. On m'a fait faire du kiné. Moi, je dirais plutôt que j'ai l'impression que j'ai plutôt compris que c'était plutôt de naissance, en fait, parce que vu que c'est un type de personne, alors c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, puisque cette maladie, elle est quand même assez... Il y a au moins 100 symptômes fibromyalgiques. Voilà, sur chaque personne, c'est différent. Donc, moi, je pense plus que c'est une naissance, en fait. C'est quelque chose qui fonctionne pas, voilà, qui fonctionne pas comme tout le monde. Voilà. Mais ça peut s'attraper après avoir eu un accident. Non. Lorsque l'on a tapé le cerveau. C'est à partir de combien de temps qu'on peut définir une maladie chronique ou non? À partir de quelle période, temps passé à être mal, en fait? Alors honnêtement, je ne sais pas trop. Je pense que c'est plutôt le fait que tu aies mal un peu tout le temps, que ça se mette dans la durée. Que je sais qu'il y a une notion aussi de jour et nuit. Quand tu as mal aussi la nuit, enfin les douleurs, moi me réveillent hein, clairement, tu vois. Donc là, tu tombes dans quelque chose de systématique en fait. Quand tes journées, tous les jours t'as mal ou presque. Et c'est sur quelques mois, je crois qu'il se base, il faut au moins 3 mois d'affilée, en fait, où tu développes ces symptômes pour que tu sois déclaré en chronique. Ouais, c'est une bonne question. Et oui, j'avais lu quelque chose de très chiffré et quantifié. Et en effet, 3 mois, ça me rappelle quelque chose. Ok. Toi, Fanny, tu m'as aussi parlé de l'image vraiment de la pointe dans la jambe. Alors, je l'ai trouvée assez saisissante parce que, en fait, c'est quelque chose qui, comme ça, là, enfin voilà, je me le fais en même temps. Ou là, à l'instant T, en fait, ça me fait pas mal. On peut pas, c'est pas un mal de souffrance physique, mais en fait, c'est parfaitement désagréable par le fait que ça reste et qu'en fait, petit à petit, ça prend de plus en plus de place et là, le mal naît par la suite, quoi. Oui, c'est ça. Moi, ça vraiment, la première sensation que j'ai eue, j'avais vraiment l'impression, d'avoir tout le temps une pointe comme ça dans la cuisse en permanence alors ça me gênait, ça me faisait un petit peu mal. Bon, c'était supportable, mais voilà. Puis après, ça a été un autre endroit, et puis un autre, et puis voilà. Puis ça a continué, voilà, et jusqu'à ce que ça devienne en fait permanent. Et pour moi, c'est localisé surtout au niveau du bas des jambes, les avant-bras et les mains. Voilà, mais c'est vraiment surtout les mollets et chevilles. Quelle
qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a le diagnostic? Donc toi, Cathy, t'en as un petit peu parlé, mais on va peut-être y revenir. Est-ce qu'il y a vraiment un soulagement posé sur quelque chose, comme tu commençais à le dire, Cathy? Enfin, on met en mots, en lumière, on concrétise, on légitime en fait des mots, quoi, MAUX, depuis toujours, et on légitime aussi le mal-être de la personne. Et voilà, et comment on se situe après avec ça, quoi, avec ce diagnostic? Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Je crois que tu as employé le bon mot. Pour moi, c'était légitime. C'est-à-dire j'avais la sensation, pendant des années, de ne pas être prise au sérieux sur mes douleurs. On dit toujours, oui, le mal de dos, le mal du siècle, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, en fait, non, hein, c'était vraiment l'atteinte neurologique, enfin, tout ça. Et du coup, ça me permet vraiment de mettre des mots sur ce que j'ai, sur mon corps, de pouvoir un peu plus appréhender l'avenir, même si aujourd'hui, il y a des fois, je suis un peu terrorisée quand même, j'avoue. Hein. Ça fait un peu flipper, il faut quand même dire ce qui est. Mais voilà, c'est comme si je savais qui est mon corps maintenant. Parce qu'on a enfin reconnu que ce corps était souffrant, que ce corps avait besoin de soins et que ce corps avait besoin d'être accompagné. Et s'il a besoin d'être accompagné, moi aussi j'ai besoin d'être accompagnée. Et ça, c'est hyper important. Voilà pour ma part comment je le ressens. Oui, c'est sûr que quand on trouve enfin le diagnostic, c'est quand même un soulagement. Moi, ça a duré effectivement 1 an et demi. C'est beaucoup plus court, mais j'ai été quand même très bien prise en charge. Et je suis maintenant bien entourée. C'est vrai que le centre antidouleur, c'est eux qui m'ont trouvé la maladie et je suis bien entourée. Je vois un psychologue, je fais de l'acupuncture. J'essaye maintenant de vivre avec effectivement ce corps et de voir un peu l'avenir. Bon, pas encore trop pour l'instant. Bon, c'est tout frais. Hein. Je viens juste d'être licenciée, donc c'est vraiment tout frais. Voilà, mais bon, on va essayer. Oui, il y a une question là-bas. Donne-la pas. Laisse la priorité à Éléonore. En fait, je voulais savoir qu'est-ce que vous développiez comme attitude, comme soin pour pas sombrer dans la dépression et comment vous vous battez au quotidien qu'est-ce que vous mettez en place en fait. Non mais l'une et l'autre. Éléonore, ça fait 23 minutes que ça a commencé. Bien sûr que nous allons en parler de ça. Ça arrive. Ne va pas plus vite que la musique. Pardon. Non, on arrive justement. C'est la prochaine question. Peut-être juste Damien. Est-ce que tu as une question en lien avec avant? Merci. Alors on va. Attends. Super. On va le faire. Parfait. Merci. Bonsoir. Alors, techniquement, ma question, c'est celle de Juliette Fournier, ici présente. Elle voulait vous demander si vous avez passé des examens spécifiques lors du diagnostic et si oui, lesquels? Là, la semaine dernière, j'ai fait effectivement un test au centre antidouleur où il y avait 350 questions qui permettait quand même de confirmer le diagnostic. Alors moi, ça a été beaucoup d'imagerie, en fait. On m'a grosso modo scanné des pieds à la tête. Et c'est là où ça a révélé quand même des malformations à des endroits qui n'avaient jamais eu d'imagerie. Et ensuite, le neurologue qui m'a fait des tests. Pour voir ma sensibilité à la douleur, etc. Et au centre antidouleur, qui n'est pas le même que celui de Fanny, aussi, où j'ai consulté. Et quand j'ai décrit mes douleurs, parlé de ce que je vivais, le diagnostic de fibromyalgie a été posé, en fait. Sur les imageries, c'est plus sur toute la partie dégénérescence, troubles neurologiques, etc.
Alors justement, allons-y sur ces mécanismes d'adaptation. Ok, on a le diagnostic, ok, on a un relativement bon accompagnement médical, psychologique, etc. On va en parler de ça aussi. Mais comment, concrètement, dans le quotidien, on fait pour vivre avec, pour cohabiter avec, et puis en fait pour alléger le vécu, la relation qu'on a avec ces douleurs. Alléger, ou en tout cas trouver un équilibre plutôt. Enfin, tu vois, tu mets le verbe que tu veux. C'est vrai que moi, ça fait 1 an et demi du coup, enfin presque 2 ans maintenant, que je ne travaille plus puisque j'ai été arrêtée vraiment tout de suite avant de commencer les recherches, la recherche et les examens. Donc, il faut effectivement meubler les journées, trouver des occupations, essayer effectivement de ne pas sombrer dans la dépression, parce que quand on cherche, qu'on trouve pas, que chaque examen on vous dit non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. J'ai jamais autant souhaité vouloir avoir quelque chose qu'à ce moment-là. Donc, moi, je sais que j'essaye de m'occuper. Je suis très manuelle, donc j'essaye de m'occuper en faisant des maquettes, en faisant de la peinture, en faisant des puzzles. Heureusement que je suis très manuelle, parce que sinon, effectivement, les journées seraient longues. Et voilà, essayer de marcher un peu, essayer de trouver des occupations, de se dire aujourd'hui, je fais ça pour bouger un peu. Des traitements aussi, médicaments. Alors, traitement, oui, moi je prends des anti-épileptiques. Et pour l'instant, ça a diminué un peu les douleurs, effectivement, mais c'est pas encore ça. Voilà. Alors moi, je bouge. Voilà, moi j'ai besoin du mouvement, j'ai besoin de rencontrer des gens, donc je suis dans des assos. Je continue à travailler à 60%. Je suis chef de projet communication. À 60% dû à la reconnaissance de la maladie ou... Non, toujours pas. Ça. Toujours pas. Alors ça, c'est un autre volet. On va en parler après. On va en parler parce que c'est un scandale absolu. Je pense que vous n'êtes pas prêts. En tout cas, moi, je l'étais pas. Moi, je fais beaucoup de yoga, stretching, donc les assos. Ma petite fille, qui me maintient bien en forme aussi. Les amis, bouger, s'occuper, être en mouvement. Ce que je voulais pas, c'était... Alors, on en a parlé ensemble. Pour moi, c'est important de me décentrer. Je me définis pas parce que je ressens. Je me définis en tant que femme, en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant qu'amante. Je suis tout ça à la fois. Et je voulais pas que ce diagnostic, même si je me suis effondrée quand j'ai appris que j'allais perdre des membres, que ce diagnostic prenne le dessus. J'ai beaucoup pleuré, énormément. Et là, non, j'ai envie de continuer, de vivre un ici et maintenant, quoi. Oui. Désolée. Merci, Justine. Cette fois-ci, c'est ma question. Tu dis que tu vis avec l'idée que tu vas perdre tes membres. La question, est-ce que tu le ressens déjà? Et comment vis-tu avec cette épée de Damoclès? Parce que tu le sais, mais tu sais pas quand. Oui, c'est ça. En fait, je le sais, mais je sais pas quand. Je sais pas. Je suis sous antidépresseur, je le cache pas du tout. J'en ai réellement besoin. Sinon, je pense que je serais en PLS et je serais pas avec vous, honnêtement. J'ai des moments où j'ai très peur. Des moments où j'ai confiance. Je me dis, non, tu vas y arriver. Ça va aller, puisqu'on fait de la rééducation. Voilà. Il faut absolument garder ce truc-là. Mais c'est compliqué, ouais. Parce que je sais pas. Je sais pas quand. Je sais juste que ça a beaucoup évolué. Et je sais pas quand ça va me tomber dessus, en fait.
Donc j'essaye vraiment, c'est ce que j'ai dit, tu vois, le ici et maintenant. Là, maintenant, avec vous, je me sens bien. Ben, c'est super chouette, quoi. Puis on verra bien tout à l'heure. Alors, on va en parler de ça, un peu des conséquences et de comment aussi tu trouves pareil des mécanismes d'adaptation au quotidien. Mais juste avant, j'avais noté cet outil, cet objet qui te faisait beaucoup de bien aussi. Est-ce que tu vois de quoi je parle? De ce tapis fleur. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est? Alors, j'ai un champ de fleurs que je vous conseille à tous. C'est un espèce de tapis de fakir. La première fois, vous pleurez, vraiment. Mais alors, pour dénouer les tensions, il suffit de se coucher dessus, prendre un bouquin, et voilà, et de supporter un peu quand même. Au départ, ça pique, hein, franchement. Mais c'est génial. Moi, je le fais quasiment tous les jours. C'est ce qui me permet d'ailleurs de garder un peu de mobilité de la tête parce qu'elle a tendance à se figer. Et tous ces picots, là, c'est du bonheur, mais il faut être un peu maso. Tu connaissais le tapis de fleurs? Ah. Ok, ta grande sœur qui a mal au dos, t'en parlais, mais toi, t'as jamais testé. Ok. Est-ce que, là d'ailleurs, il me vient une question, est-ce que votre rapport au toucher, il a changé? Exemple, sans rentrer dans des détails, s'il vous plaît, mesdames. Excusez-nous pour ça. T'as dit que tu te sentais bien. Tu te sentais bien. T'as dit que tu te sentais bien entre nous, donc allons-y, Cathy. Non, mais tu vois, au même titre que, en fait, là, d'un coup, ça me vient le parallèle avec des gens qui sont autistes, où tu vois le rapport au toucher est vraiment, drastiquement différent. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du tactile, hyper délicat, est complètement grisant et horrible et insupportable même presque au vécu de la personne. Est-ce que vous, dans une autre mesure, évidemment, vous n'êtes pas autiste, mais en tout cas, est-ce que vous ressentez que vous avez un rapport au toucher différent? C'est-à-dire que, je sais pas, si admettons, la caresse, enfin le toucher hyper délicat, d'un coup vous hérisse le poil et justement il y a besoin de d'un toucher assez brut, assez J'ai vraiment peur, je assez sais pas piquant. où tu vas. Non, mais là tu parles du tapis. Je suis désolée. Je ne veux pas du tout aller dans cette direction en plus. Mais là, tu parles de ce tapis où il faut être un peu sadomasochiste pour l'avoir. Bon, bah, voilà. Non, tu as acquiescé, Fanny. À toi de répondre maintenant. Je peux pas, je rigole. Bon. Effectivement, il y a une petite perte de sensibilité. Voilà. C'est-à-dire que, ça je ne l'avais pas précisé, mais perte de sensibilité sur tout le corps. Non, pas tout entier, mais pas mal d'endroits quand même. Voilà. Voilà. Je t'en prie. Toi, Je n'ai rien à rajouter. rien de plus que le tapis à fleurs. Il y a maman qui va écouter en plus. Bah voyons, l'excuse. Ok. Excusez-moi. Oui. Depuis mon accident, j'ai perdu la vue et du coup, j'ai l'ouïe, j'entends parfaitement les choses et j'ai l'odorat qui se sont développés d'une force. Je sens toutes les odeurs et les gens, comme mon voisin, qui sentent la transpiration. Non, pas là, mon voisin. Pas Benoît, je parlais pas de Benoît. Mon voisin de vie. Général. Mon voisin qui vit près de chez moi, il sent la transpiration, c'est horrible. Et je sens aussi toutes les haleines. Oh, alors croyez-moi, c'est pas un cadeau. Vraiment, c'est horrible. Tout est décuplé. Tout est C'est ça. puissance. Et puis, j'entends tous les bruits des portes, dans le couloir, les gens qui montent et tout. J'ai la chambre juste à côté du couloir des escaliers, donc j'entends mais vraiment tout et pour moi c'est très peu vivable. Voilà. Merci beaucoup, c'est très intéressant comme témoignage et voilà, c'était un peu
c'était un peu là où je voulais aller, quoi. D'être un peu en... D'accord, Camille. Éventuellement, en tout cas, est-ce qu'il y a des sens, voilà, plutôt ça, est-ce qu'il y a des sens qui sont décuplés de par le rapport à la maladie? Même le goût, ok. Ok. Bon. Qu'est-ce que... En fait, c'est quoi, on va dire, les conséquences de ces douleurs au quotidien? Alors peut-être on peut aller sur le champ du travail pour toi, Cathy, et peut-être sur d'autres champs après. Je pense notamment aussi à une forme d'exclusion un peu professionnelle et sociale aussi à venir. Mais donc déjà, peut-être allons sur celui du travail. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Que j'ai découvert que c'est marche ou crève, qu'on ne fait pas beaucoup de cadeaux, que la période où j'ai eu mon diagnostic, qui en plus, au même moment, mon fils a fait une méningite fulgurante, donc c'était un peu compliqué quand même à porter à peu près tout, et je venais d'être opérée des intestins, donc ça faisait quand même des choses très violentes pour moi. Donc j'ai été arrêtée 1 mois, qu'on m'a fait payer et financièrement, et dans des réflexions au taf. Voilà, la reprise à 60% n'a pas été accueillie de la face. J'imaginais plus de bienveillance, donc ça a été une autre claque, en fait, à accepter. Voilà, c'est très très dur. Et la peine pécuniaire, je l'ai tous les mois. Voilà, donc je vous explique pas tout ce que j'ai perdu en salaire. Donc ce qui est aussi une forme, j'estime, de violence, parce qu'on ne va pas bien. On ne va pas bien dans nos corps. Je sais pas, je suis RQTH en ALD. Et ce que je vis est considéré comme une maladie ordinaire. Donc on a décidé, là où je travaille, de sanctionner les arrêts médicaux, tels qu'ils soient, que vous soyez pour un Covid ou pour une opération, un cancer ou quoi, vous êtes en maladie ordinaire et on vous supprime une partie de vos revenus. Donc se rajoute maintenant une merde financière. Voilà, parce qu'on n'en a pas assez. Nous, on n'a pas assez de problèmes dans nos vies. Il faut bien qu'on nous en rajoute une petite couche. Donc voilà, je me lâche un peu parce que pour moi, c'est juste un scandale absolu que de punir les gens qui sont malades. Personne ne choisit d'être malade. Et ça, c'est vraiment un combat que je vais mener là où je travaille. Pour moi, c'est inacceptable de nous fragiliser encore plus que ce que l'on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, depuis 2 mois, mes salaires me mettent à la limite de la précarité. Et il faut entendre ce mot. Maladie, précarité. Ce qui peut paraître étonnant quand on me voit, ou on se dit, oui, bah, ça va, elle est chef de projet, machin. Non, voilà. On me maltraite aussi financièrement. Et ça, c'est inacceptable, que ce soit là où je travaille ou ailleurs. Moi, j'ai que cet exemple. Pour moi, je ne sais pas comment c'est ailleurs. Ça m'intéresserait bien de savoir, d'ailleurs. Mais ce n'est pas quelque chose que je laisserai passer. Donc, j'ai un nouveau combat. Voilà. Donc, je demande des rendez-vous. Je n'ai pas de réponse. Je veux qu'on m'explique mon bulletin de salaire. Je n'ai pas de réponse. J'ai alerté tout ce que je pouvais autour de moi, au sein de mon travail, entre ceux qui vous disent clairement « je ne te suis pas dans ce combat-là », ceux qui n'en ont rien à foutre, ceux qui disent « il faut expliquer à cet agent », c'est moi, que c'est comme ça chez nous, c'est d'une violence inimaginable. Vraiment, quoi. Et là aussi, j'ai bien pleuré, je ne vous le cache pas. Alors oui, je pleure beaucoup. Malgré les antidépresseurs, mais ça aussi, on ne peut pas s'y attendre, en fait, quand on bosse dans une boîte depuis plus de 20 ans, que j'ai fait mes preuves, j'ai passé les concours, enfin, etc., etc. Et la première défaillance, waouh, c'est très... Voilà, ça, je ne le vis pas très bien, je ne vous le cache pas. Ouais, tu manques un peu de productivité, ok, bon, allez...
bon, on accepte de te mettre en mi-temps thérapeutique parce que bon, finalement, voilà, tu te demandes, mais après, en soi, concrètement, on met rien aussi en place pour que ta charge de travail soit réduite aussi. Enfin, voilà, Ah pour, oui, j'ai la même charge de travail. Je suis à 60%, mais j'ai la même charge de travail. Sinon, c'est pas drôle. Enfin, au final, d'une certaine manière, on peut le voir comme, en fait, ils ont un peu du mal à se passer de toi aussi. C'est beau ce que tu dis, Camille. Ça doit On peut être voir ça. autrement. Ça doit être ça. Bah, excusez-moi, je suis un peu dans l'émotion, mais en quelques mois, il y a tellement de choses qui sont passées pour moi. Enfin, pour moi, pour Fanny, pour plein de gens, hein, mais c'est moi que je connais le mieux. Donc, du coup, forcément, je reviens sur moi. Voilà, puis ça me fait du bien de partager parce que c'est énorme, quoi. C'est énorme. Ah Vous êtes trop chouchou. La dame a dit « J'aurais envie de vous prendre dans les bras ». Quand vous réécouterez après le podcast derrière, vous se direz « Ah, j'aurais dû prendre le micro pour le dire, ça ». Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on va mettre un peu dans le chapitre exclusion sociale, entre gros guillemets, mais c'est-à-dire que, en fait, concrètement, ça veut dire quoi avoir une maladie chronique, avoir des douleurs chroniques auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès d'un quotidien de vie qui était très rythmé aussi par la fête, par les soirées, les sorties aussi, dites-le, parce que ça fait partie aussi, voilà, de votre vie. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ma vie s'est un peu arrêtée il y a 1 an et demi parce que d'un coup, effectivement, plus de sorties, plus de travail, parce que la souffrance est tout le temps là. Et du coup, oui, on s'éloigne un peu de tout le monde, on fait plus grand chose, on est voilà, socialement, c'est très dur. Moi, je sais que je suis très bien entourée de ma famille, donc j'ai beaucoup de chance là-dessus. Voilà, mais au niveau effectivement des gens autour, d'un coup, on devient un peu la personne un peu exclue parce que. Pourquoi ? Très naïf comme question. Je connais les réponses, mais je veux que ça soit toi qui les donne. Pourquoi réellement, en fait ? C'est parce que tu peux plus suivre le rythme ? Oui, je crois que c'est un peu ça, oui, effectivement. Et c'est parce que on propose pas un autre. Elles ne proposent pas un autre rythme, ne veulent pas imaginer un autre rythme. Donc en fait, au final, c'est parce que c'est pas si intéressant de voir ces personnes. En même temps, on fait un peu de vide autour de soi, c'est pas si mal aussi. On fait du tri. Oui, c'est pas juste, mais bon, je crois qu'on a toujours des gens autour de nous qu'on pense proches, et puis finalement, on se rend compte quand on a un souci que c'est pas des gens sur qui on peut compter. Donc au final, on fait un petit vide, et bon, ça permet d'éloigner les personnes toxiques finalement. Alors qu'il y a tellement, moi je dis ça pour ma famille, il y a tellement de monde qui est dans le soutien, dans l'aide à la personne. Il y a aussi... Il y a tellement de monde qui est dans l'aide, dans le soutien à la personne, mais il y a tellement de cons aussi. Exactement. C'est vrai, et là le tri s'opère un peu de cette manière-là aussi. C'est obligatoire, mais bon, finalement... Ouais, ok. Et est-ce que toi, il y a une forme de regret, de déception, de finalement plus être dans ce rythme-là aussi ? Oui, oui, bien sûr, Ouais. oui, je préférerais être encore travailler 35 heures, courir partout toute la journée que d'avoir ces douleurs. Après, effectivement, maintenant, je prends le temps de faire les choses. C'est un autre rythme, une autre vie, mais ouais, je préférerais quand même
j'aurais préféré pouvoir continuer mon métier jusqu'à ma retraite parce que j'ai en fait changé de carrière à 40 ans, donc ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais passé mon diplôme et que j'étais assistante. Mais voilà, j'aimais bien ce métier et effectivement, pour moi, voilà, maintenant ça veut dire retrouver un métier, savoir ce que je vais pouvoir faire parce que c'est pas évident. Je peux pas rester longtemps debout, je peux pas rester longtemps assise non plus parce que je suis pas bien non plus. En fait, n'importe quelle position, je suis pas bien, donc c'est difficile de pouvoir trouver, de réfléchir à ça et de savoir ce que je vais vraiment pouvoir faire. Je voulais vous dire, madame, que moi, j'ai eu mon accident à 19 ans. Donc, je n'ai jamais pu travailler. Je ne connais pas du tout ce que c'est que le monde du travail. Et pourtant, je souhaitais m'occuper des personnes handicapées, des personnes ayant des problèmes physiques, des personnes qu'on peut aider moralement, des gens différents, quoi, à aider, rendre les gens tous égaux. C'était mon souhait le plus cher et je n'ai pas pu le faire à cause d'un accident de la route. Ouais. Avec 2 mois et demi de coma quand même. Merci pour ces témoignages. D'une certaine manière, j'ai envie de dire aussi que ce domaine-là, presque, ça pourrait être celui dans lequel on peut s'engager d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit bénévole, qu'elle soit de manière volontaire. Et le rapport aux soins, à la personne, à l'accompagnement de la personne, il est hyper vaste et grand. Il va de tous les corps de métier où en effet, ça demande des gestes hyper précis, ça demande une certaine forme de productivité, etc., à un rapport à l'accompagnement plus global et tout. Je pense à des milieux associatifs, à du bénévolat, etc., où je pense que vous auriez votre place. Alors, donne le micro. Excusez-moi, je voulais juste dire, moi, je voulais aider les gens, et quand je dis aider les gens, c'est être infirmière. Ah oui, voilà, oui. Mais je ne peux pas, malheureusement, parce que je n'ai pas fait les études pour. Et maintenant, c'est trop tard, je suis trop vieille. Mais je pense pouvoir aider les gens qui sont sans foyer, sans lieu de vie, sans de quoi manger, sans de quoi s'habiller, ou leur trouver ne serait-ce que une activité pour les distraire, tout ça, quoi. C'est pour ça que je ne quitte pas cette envie d'être dans l'aide à autrui. Merci. En effet, la notion de travail, c'est compliqué quand on est handicapé. Et c'est intéressant cette distinction entre je voulais aider, je voulais être infirmière. Être infirmière, c'est quelque chose qui est construit dans la société d'aujourd'hui. Par contre, aider, on peut le faire de multiples manières. Et je prends mon exemple parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas, je n'ai pas de travail salarié. Mais pourtant, j'ai un travail bénévole avec Dear White People. Je fais du stand-up. Alors, pas le métier le plus stable du monde. Mais en fait, des formes de travail, il y en a plein. Et en fait, moi, c'est une des choses, un des cadeaux que me donne le handicap, je trouve, c'est de voir ça. Je pense que j'aurais jamais vu avant. Et ça va faire transition à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, les gens, ils te disent, c'est comme ça. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça, ça veut dire quoi, en fait? C'est, pour moi, quand les gens nous disent c'est comme ça, c'est naturel, ça nous montre uniquement à quel point notre société actuelle est validiste et qu'elle ne prend pas en compte la multiplicité des formes physiques des gens, des formes mentales.
Et que, en fait, ça vaudrait. On essaye de nous faire croire qu'on est dans une société où il n'y aurait qu'une personne, un travailleur. Et sur 70 millions de Français, ça va être compliqué quand même. Alors, validiste, peut-être pour le. Tout le monde là? Tout le monde est OK avec ce terme ou... Et toi, t'acquiesces, mais. Moi, je dirais les gens valides. Ouais, mais c'est exactement ça. En fait, l'idée du validisme, de la société validiste, c'est de vivre dans un monde, dans une société qui est conçue par des gens valides et pour des gens valides. Tout bêtement. Et du coup, c'est un peu le système d'oppression, en tout cas de complications qui naît derrière pour des personnes qui ne sont pas dans cette norme-là. Donc en fait, toutes les personnes qui sortent du prisme d'être valides, quoi. Mais valide, c'est hyper large et pluriel. Hein. Valide, ça veut dire être voilà, dans une certaine norme de la mobilité, de la motricité, de la productivité, du mouvement, enfin... C'est tout ça qu'est être valide et voilà. Et autant on arrive un peu facilement des fois à mettre des handicaps dans certaines catégories. On arrive à dire, à définir entre guillemets l'handicap. On arrive à mettre une image dessus. Autant la question de la validité, d'être valide, c'est souvent une question, une définition qu'on pose pas. Or, je pense que c'est important de se définir un peu sous le spectre, enfin, sous les nuances que c'est d'être valide ou pas valide, ou entre les deux, enfin, voilà. Ça c'est des réflexions qui sont pas encore trop avancées, quoi. Voilà, on a fait une conférence il y a pas longtemps là-dessus, et il y aura la diffusion bientôt. Et d'ailleurs, peut-être j'en profite pour vous informer qu'il y en aura une à venir aussi en janvier, autour du 17 janvier, au quartier généreux, place Albert Ier, sur là-dessus, sur la question du validisme et validisme systémique. Oh, on est intellectuel ici. Ouais, c'est clair. Non, je vous jure, ça peut être fun, hein, vraiment. Et puis, on peut boire et manger. C'est très bien. Bah, en fait, la validité, c'est le nom qui est là. Le validisme, c'est les conséquences qui viennent du fait de pas être valide. Donc, comme en fait, le validisme, c'est un peu sous le même format que le féminisme, que le racisme, que le sexisme. C'est voilà, il y a une forme d'opposition en fait qui s'opère entre les gens valides et versus les gens handicapés. Moi, je le vois comme voilà le système sociétal, enfin dans lequel on vit, quoi. Et la validité, ouais, c'est un nom assez un peu factuel, quoi. Bon, on s'éloigne, mais merci pour ces riches échanges. Tu veux réagir? Je voulais dire sur ce rapport au travail, c'est hyper intéressant, mais de manière globale, je trouve que la question du handicap, des maladies chroniques, etc., elle pousse à redéfinir finalement les choses qu'on s'était dites qu'on ne redéfinirait jamais. Exemple, la question du temps, la question du couple, la question du voyage, la question de l'argent, la question du travail. Et en fait, c'est des choses où, voilà, on s'est dit, ou en tout cas on est né, enfin, il y a tout un système d'éducation, de plein de choses qui entrent en compte, mais où en fait on repose pas, on redéfinit pas tout ça, on se questionne pas tant finalement sur est-ce qu'on peut ou pas travailler, est-ce qu'on est apte à, ou en tout cas est-ce qu'on nous donne la place à. Et je trouve que la question du handicap, de la maladie, elle amène obligatoirement à ça, qu'on le veuille ou non en fait. Il y a un peu une forme d'introspection qui s'opère, mais un peu une redéfinition de tout ça, quoi, des concepts, mais de nous, comment on se place dans une société qui est un peu de base pas trop imaginée et conçue pour nous, quoi. Et je trouve que de faire ce mécanisme-là de réflexion, d'échange, là comme on est en train de le faire ce soir, c'est très politique en fait. Enfin, c'est politique dans le sens de... on se pose quelque part, quoi, dans la société. C'est en fait redéfinir ça. C'est là le système que tu me proposes, qu'on me propose au sens large, ne me convient pas car je ne peux pas. Et en fait, au final, enfin, Damien et moi, je pense qu'on pourrait être d'accord de ça, mais on ne veut pas en fait aussi être dans ce système-là normé, validiste, productiviste, enfin, capitaliste, on peut aller jusque là. Mais enfin. Bref, sans me révolter contre tout et rien, l'idée c'est de, en fait,
voilà, comment on se place là-dedans, quoi, dans tout ça. Et sans être constamment dans un regret, ou en tout cas une lutte, ou un désarroi total. Et à la fois, comment on se place sans être complètement utopiste, suroptimiste à différents niveaux. Voilà, je pense que c'est vraiment la question de comment on se redéfinit, quoi, dans tout ça. Et je pense que tu dois obligatoirement, Cathy, être un peu là-dedans, avec le contexte là. Dans lequel tu vis, quoi. Ah oui, c'est 1000 questions, 1000 interrogations, c'est... Voilà, mais il ne faut pas que ce soit que nous qui nous remettions en cause. C'est j'allais dire, tout un système qui doit se remettre en cause, parce que nous, ok, chacun là, ok, on y pense, on se dit, qu'est-ce que je peux faire mieux, comment je peux être, et mais finalement, voilà, c'est au-delà aussi de nous, quoi. C'est pour ça qu'il y a tellement de combats sur cette terre à mener, pour nous, mais pour tous les autres. Mais en fait, vraiment, c'est l'objet de l'association Dear White People, mais d'autres aussi qui commencent à naître petit à petit. C'est vraiment de donner la parole, en fait, tu vois, à des personnes concernées, parce que, en fait, si c'est pas nous, si c'est pas vous, ensemble, si on la prend pas, cette parole-là, en fait, elle est pas entendue, elle est pas vécue, et puis elle est pas comprise, quoi. Donc, je pense vraiment que c'est très important, quoi, de ça. Il y a une autre question que j'aimerais vous poser, et ensuite on va conclure gentiment, mais sauf si vous avez d'autres questions, évidemment. Est-ce que vous vous considérez en situation de handicap ou handicapé au choix? Est-ce que vous... Oui, moi, totalement. De toute façon, je suis RQTH, donc j'accepte ce mot. Là, actuellement, mon dossier, mon taux est en train d'être étudié. C'est pas un vilain mot, c'est pas quelque chose qui me fait vomir. J'ai pas de problème. Je suis avant tout une femme, je le redis. Pour moi, ça c'est important. Je suis avant tout Cathy. Mais Cathy, elle est constituée aussi de ça, donc je vais pas dire non, puisque c'est comme ça. Et voilà, donc autant m'accepter dans cette entièreté. Voilà. Mais toi, Fanny? Oui, maintenant oui, puisque effectivement, donc je suis reconnue aussi, j'ai une pension d'invalidité, donc effectivement, oui, maintenant je suis... un handicap invisible, en plus, qui n'est pas du tout facile à vivre au niveau de la société, puisque, quand on nous voit, on n'a pas du tout l'impression que ça va pas. Et justement, quand on est dans les transports en commun, quand on est dans des endroits où, effectivement, voilà, on nous connaît pas, et on en aurait des fois besoin pour... Vous le dites, je vous pose la question parce qu'une fois, je voulais me garer sur une place handicapée. Il y avait une personne qui est sortie en marchant de la voiture, et ma sœur est allée la voir en lui disant, écoutez, vous n'êtes pas handicapée. Elle a dit, il y a des handicaps qui ne se voient pas. Bon, voilà, elle a expliqué les choses, et c'est vrai que, est-ce que vous le dites très simplement, parce que moi après j'ai dit à ma sœur, elle a raison, voilà, elle nous a expliqué, et moi je préfère qu'on me dise ça plutôt qu'on dise rien, ou que voilà, enfin je sais pas. Ah oui, puis moi je sors ma petite carte quand il faut, moi je me gêne pas. J'ai failli un jour, il y a des fois ça part, je m'excuse du terme, un peu en saucisse, parce qu'effectivement, quand on est en handicap invisible, on est obligé de se justifier, donc je me fais traiter régulièrement de filoute, bref, d'un peu tout. Je me laisse pas trop faire, donc du coup, ça m'est arrivé de dire à une dame qu'elle, visiblement, son handicap, il était... Voilà, que ça devait être difficile d'être aussi con. Franchement, parce qu'elle m'a quand même gravement insultée malgré la carte. Voilà, donc ça, j'avoue que je supporte pas bien. Mais oui, moi je le dis, je sors ma carte et je dis, voilà. Il y a des moments très chouettes, justement. Une fois, à la caisse d'un supermarché, j'ai discuté avec un enfant qui devait avoir 8 ans.
Tu vois, et à lui expliquer, tu vois, tous les handicaps ne se voient pas, il y a tel et tel handicap, etc. Avec des parents ils étaient chouettes, ces parents. Et ça a permis un échange plutôt sympa, quoi. Toi, Fanny, donc tu nous dis que tu l'as pas encore cette carte, mais en fait, une fois que tu l'auras, et en imaginant évidemment, est-ce que tu penses que tu arriveras à la sortir et dire en fait non, là, je ne fais pas la queue parce que c'est ingérable pour moi de tenir debout. Parce que concrètement, voilà. Ouais, je pense qu'à des moments où ce sera vraiment ingérable pour moi, je la sortirai, mais... La limite, quoi. Oui, je pense qu'à la limite. Quand tu auras atteint tes limites. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça m'arrive aussi des fois, je suis dans le tram, je suis assise et je vois une mamie monter. Et je suis toujours dans le... Je vais me lever et puis des fois je regarde autour de moi puis je vois des jeunes. Alors l'autre jour j'ai bougé 2 jeunes pour laisser des... J'aurais demandé gentiment. Donc ils m'ont regardé un peu de travers en disant mais pourquoi tu ne bouges pas toi? Mais voilà, j'essaye maintenant un peu de me dire, de penser à moi et de me dire bon toi aussi tu es handicapé donc il faut aussi penser à toi. Ouais. Et oui. Non mais voilà, encore une fois, chacun son contexte et son moment de vie aussi. Là, ce qu'on dit nous à l'instant T, c'est Cathy, Fanny qui parlent en fonction de leur vécu et leur moment à elles. Il y a quand même des liens très très étroits à faire avec le handicap invisible. Et d'ailleurs, je vous invite à aller écouter la conférence enregistrée Qu'est-ce que le handicap invisible ? Saison 4, épisode 5, disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Et il y a également un média sur le handicap invisible qui s'appelle La Petite Mue et que je vous invite, c'est un média exclusivement consacré au handicap invisible qui est fait par des journalistes concernés. Et que je trouve assez pertinent en termes de ressources et d'échanges. Et donc voilà, là on parle à l'instant T d'un parcours à l'instant T, quoi. La question qui me venait là dans ce que tu disais, c'est quand même le rapport aux limites. Est-ce que comment on fait quand on a des douleurs chroniques, quand on a une maladie chronique, quand on a une maladie dégénérative, enfin comment on fait pour à un moment donné, trouver l'équilibre et ne pas aller au-delà des limites. Et par les limites, j'entends celles qui sont en fait insurpassables, quoi. Celles où en fait, si on fait ce truc en plus ce soir-là, c'est le truc de trop qui après nous cloue au lit les 5 prochains jours, quoi. Je caricature, mais en gros, quoi. Moi, je cachetonne. Tu cachetonnes. Ça, c'est la solution. Voilà. Je prends avant, prends des fois pendant et beaucoup après. Mais je le sais parce que j'ai encore envie de faire la fête, j'ai encore envie d'aller à des concerts, etc. Donc je sais que si je le fais, je vais avoir mal. Mais voilà, je m'adapte comme ça, en fait. Moi, j'avoue que c'est plutôt, je sais pas trop en fait comment ça va être. Il y a cette maladie, c'est assez surprenant parce que il y a des fois, je vais en faire beaucoup et je me dis demain je vais être morte et en fait pas du tout. Ouais. Donc en fait, je sais pas. Donc je suis obligée de vivre au jour le jour. Ouais. Il y a que comme ça. Si je peux pas prévoir des fois des choses, on me parle de choses, je dis je sais pas. C'est au jour le jour. Voilà. Donc faut arriver à vivre maintenant comme ça, au jour le jour. Moi, je crois qu'on parle aussi de résilience, quoi. En fait. C'est une très belle conclusion. Merci infiniment, mesdames. C'était vraiment très intéressant. Merci à vous tous et toutes aussi pour ces échanges vifs. On va stopper l'enregistrement, arrêter de parler dans des faux micros qui sont pas faux. Vous verrez, la conférence est vraiment enregistrée. Et puis on va pouvoir continuer d'échanger là un peu en off. Et voilà, et on va pouvoir boire un coup, manger quelques trucs. Dear Valid people. Valid people.